Bonjour Damien Abad. Bonjour Yves Tréhard. Alors vous êtes 80 ou 90 km/h sur les routes secondaires? Je suis pour la sécurité des Français, Oui. mais dans le même temps, je pense que cette mesure est une mesure de pacotille, qui est une taxe déguisée supplémentaire sur les Français, et notamment celles et ceux qui habitent dans des communes de moins de 10 000 habitants. C'est pas une mesure faite pour la sécurité, c'est une mesure finalement pour… On le sait, en matière de sécurité… De raquette fiscale pour vous? Oui. Ah oui. En matière de sécurité routière, les deux enjeux sont les comportements à risque, l'alcoolémie, la drogue et la très grande vitesse. Et ce sont aussi l'état de notre réseau routier. Ouais. Et là, il y a un scandale d'État. Ouais. Le scandale, c'est qu'aujourd'hui, le produit des amendes, c'est 1,8 milliard d'euros. Ouais. Eh bien, à peine la moitié de ce produit va dans l'état des routes et dans la sécurité routière en tant que telle. Et donc, le reste s'évapore soit dans le désendettement de l'État, soit sur d'autres sujets. Et donc, ce que je demande et ce que nous demandons, c'est que l'ensemble du produit des amendes routières aille directement pour financer un grand plan d'investissement pour améliorer l'état de nos routes. J'étais président de département et je sais de quoi je parle. Ouais. Et dans le même temps, et qu'on renforce aussi la sécurité territoriale. Oui, parce que les dotations aux collectivités ont diminué et que ni les départements ni les communes n'ont forcément les moyens de cet entretien-là. Et au-delà de ça, il y a aussi la question de la prévention, qui est une question centrale et sur laquelle le gouvernement répond aux abonnés absents. Donc plutôt que sauver des radars ou de sauver des PV, je préfère sauver des vies. Donc ça ne sauve pas des vies. Pour les Français. Ça ne sauve pas des vies alors. J'attends, je demande comme M. Larcher… Quand vous êtes drogué, vous avez une cigarette et que vous avez un portable entre les mains, si vous roulez moins vite, vous avez moins de risques. Je ne suis pas sûr que le fait de passer de 90 à 80 km/h quand vous êtes drogué avec un portable dans les mains, malheureusement, réussisse à sauver des vies. La réalité, c'est qu'il y a des comportements à risque, il y a une prévention à avoir. La réalité, c'est que 30% des accidents mortels viennent de l'alcoolémie, 20% pour des jeunes, et ensuite… On voit bien que c'est donc des comportements à risque qu'il y a et qui sont aujourd'hui à prévenir. Est-ce que c'est une mesure qui, d'après vous, peut accentuer la rupture entre Paris et la province? Parce que c'est une mesure qui vient de Paris. Oui, c'est une mesure anti-rurale. En province, on a besoin de sa voiture quand on est surtout dans des zones rurales comme l'Ain. C'est une mesure anti-rurale. C'est une mesure qui vise surtout les Français qui vivent dans les communes de moins de 10 000 habitants. Entre Paris qui a 2 000 km d'autoroute et le Puy-de-Dôme qui a 20 000 km d'autoroute, il y a un écart. Et c'est cette coupure avec le réel, cette coupure avec les Français, cette mesure est le symbole d'un président des riches, d'un président des métropoles et d'un président qui finalement n'aime pas tout est bon pour le… Non, c'est pas tout est bon, c'est simplement quand c'est bien, vous savez, je n'ai pas de difficulté pour le dire. Vous avez du mal à dire du Absolument pas. Moi, j'ai voté pour les ordonnances sur le travail, j'ai voté pour la loi sur la transparence de la vie politique française. Quand il y a des choses qui ont de bon sens, on le dit. Mais la limitation de vitesse à 80 km/h, c'est une hérésie et je trouve que ça ne correspond pas à la réalité d'aujourd'hui de la situation sur nos routes françaises. L'un des talons d'Achille du président de la République, n'est-ce pas son propre parti politique? Écoutez, son porte-parole vient de démissionner parce qu'il avait envoyé des messages injurieux il y a fort longtemps. Il avait d'ailleurs été défendu par Mme Pénicaud, la ministre du Travail, en disant que c'était des erreurs de jeunesse. Très injurieux vis-à-vis de Copé, vis-à-vis de beaucoup d'élus des Républicains. C'est un parti qui, à votre avis, a du mal à se fonder, à se constituer? La difficulté, c'est que c'est un parti qui est né sur une hégémonie d'une personne qui est Emmanuel Macron, et donc un parti qui doit faire allégeance à cet homme-là. On a eu quand même… C'est pas toujours le cas? Non. Ça ne s'est jamais produit chez vous? Laurent Wauquiez a été élu avec une légitimité populaire et démocratique incontestable. Dans le même temps, Christophe Castaner a été autoproclamé. Donc la réalité, c'est que la République En Marche, c'est un ovni politique. Mais c'est un ovni politique aujourd'hui qui ne vit que par le président de la République. Eh bien, un parti politique, ça doit vivre par des idées, par des projets, par des femmes et des hommes. Et donc, ce que vous dites sur le porte-parole, ce que nous avons constaté sur l'autodésignation de M. Castaner, et ce que nous constatons à l'Assemblée nationale, où le groupe En Marche n'a pas le droit de voter ou de soutenir un amendement qui ne vient pas de son propre parti politique. C'est le contraire de la promesse macroniste. C'est pas pareil que chez vous? Non, parce que la promesse d'Emmanuel Macron, c'était quoi? C'était de dire « je veux dépasser le clivage droite-gauche ». Et la réalité, c'est quoi? C'est d'enfermer la République En Marche et les Français dans un parti unique. Et bien, c'est tout ce qu'on veut faire de différent. Vous n'avez pas peur de temps en temps d'être un peu mauvais joueur? Non, parce que, encore une fois, Yves, je vous le dis, et quand c'est bien, on le dit. Et nous avons voté des lois. Et une majorité du groupe s'est abstenue sur la motion de censure. Je le disais nous avons une opposition qui est aiguillée. Je le disais en introduction, Emmanuel Macron et Édouard Philippe entendent continuer leurs réformes. Ça va dans le bon sens, tout ça, toutes ces réformes qui sont engagées? Certaines oui, d'autres non. Mais ce qui m'inquiète surtout, c'est le décalage entre la réalité
et les annonces qui sont faites. La réalité aujourd'hui, c'est que les Français vont supporter, leur pouvoir d'achat va diminuer. Avec la hausse de la CSG, 23 milliards d'euros d'impôts, avec ce qu'a dit l'INSEE, à 4,5 milliards d'impôts supplémentaires, sans compter les factures d'eau et tout ce qui augmente, le diesel et autres sur les Français. Le tabac. Donc il y a un décalage pour les classes moyennes. Et puis surtout, il y a une absence de mesures aussi pour les classes populaires. Alors oui, la droite doit retrouver... Quelles mesures faudrait-il ? Je pense qu'il y a des mesures très fortes à prendre, notamment sur le pouvoir d'achat. Classes populaires qui vous ont boudé là ces derniers temps. Et pourquoi ? Parce que la droite doit sortir du dogme du sang et des larmes. La droite doit à nouveau faire envie et donner espoir à celles et ceux qui travaillent, aux ouvriers, aux salariés, aux employés. Eh bien, nous allons travailler sur le projet, nous allons faire des propositions sur le plan économique et social qui sont très concrètes, ou d'un côté, et puis rien aussi sur la dette. Ce qui est terrible aujourd'hui, c'est qu'Emmanuel Macron nous a expliqué qu'il allait réduire la dette de l'État et la dette de la France. Très peu de gel de poste, quasiment aucun, rien en matière de réduction de la dépense publique et une dette de plus de 2 000 milliards d'euros qui va hypothéquer l'avenir de nos jeunes générations. Ça ne va pas dans le bon sens tout ça alors ? Il y a des mesures qui, ici ou là, peuvent aller dans le bon sens, mais aujourd'hui, pour nous, le compte n'y est pas. Et surtout, il y a une place pour une opposition qui ne soit pas une opposition sectaire, mais qui soit une opposition d'une droite libre et responsable, qui crée les conditions d'une alternance politique. Alors, il y avait un discours qui consistait à dire, il y a peu de temps encore chez vous, sur le front régalien, c'est la faiblesse d'Emmanuel Macron. Or, on l'écoute sur l'immigration, sur l'éducation, sur la sécurité. On ne peut pas dire que le discours soit vraiment laxiste. Mais vous avez raison. Quand on l'écoute, les mots sont de droite. Mais quand on regarde la feuille de route, la réalité est de gauche. Et Blanquer, par exemple, il fait une politique de gauche ? Vous me parlez de l'immigration. Blanquer fait une politique de droite et c'est le seul à le faire dans ce gouvernement. Sur la question de l'immigration, le compte n'y est pas. C'est ce gouvernement qui est sorti de l'état d'urgence. C'est ce gouvernement qui a baissé les crédits sur l'immigration irrégulière de 7% dans le projet de loi de finances pour 2018. Et c'est ce gouvernement qui dit qu'on va faire du cas par cas pour les Français qui sont partis faire le djihad en Irak ou en Syrie. Vous feriez comment, vous ? Eh bien, nous demandons le non-retour. Et la doctrine que nous prenons, ce n'est pas du cas par cas, c'est le non-retour des djihadistes. Pourquoi ? Il faut qu'ils soient jugés sur place ? Bien entendu. Bien entendu qu'il faut qu'ils soient jugés sur place. Parce qu'aujourd'hui, on sait bien qu'il y a des femmes et des hommes qui sont revenus du djihad et qui ne sont pas en prison en France aujourd'hui. Eh bien ça, ce n'est pas admissible. Et là-dessus, je demande au président de la République de clarifier sa position parce qu'on sent que la position est très fluctuante et surtout très gênante et très embarrassante. La politique du « en même temps » n'est pas possible en matière d'immigration. Et quand vous avez des enfants, quand ces gens-là ont des enfants, comment on fait alors ? Eh bien, il y a un jugement. Ces gens-là doivent être, les enfants doivent rester là-bas aussi ? D'abord, il faut voir dans quelles conditions les enfants sont sur place. Vous revenez au cas par cas alors là. Non, c'est le jugement, le principe, il est sur place. La réalité… La compétence territoriale. Oui. Pourquoi ? Parce que quand on va au djihad, on sort soi-même de la communauté nationale. Peine plancher pour ceux à qui agressent les forces de l'ordre ? Oui, bien entendu. Alors vous avez lancé une pétition ? Oui, on a lancé avec toute l'équipe dirigeante une pétition pour le rétablissement des peines planchers. Parce que le Premier ministre nous a… Qui n'ont pas eu d'effet particulier quand elles ont été appliquées. Enfin, pourquoi ? Parce qu'il y a trop de mesures qui ne sont pas exécutées en France. Le problème, ce ne sont pas les peines planchers qui sont inefficaces, c'est le fait que les peines planchers ne sont pas accompagnées de l'exécution des mesures en conséquence. Et donc nous demandons non seulement le rétablissement des peines planchers, mais nous demandons aussi l'exécution des peines et de l'ensemble des peines. C'est un enjeu central. Ce que dit le président de la République aussi d'ailleurs, pas pour les peines planchers, mais pour l'exécution des peines. Là encore, ce qu'il dit, mais pas ce qu'il fait. Oui, mais il y a quand même une chose qui est certaine, c'est qu'il y a une séparation des pouvoirs entre le judiciaire et le… Oui, mais ça n'a rien. La séparation des pouvoirs n'empêche pas d'avoir une loi qui renforce l'arsenal juridique, notamment sur la question des peines planchers. Cette question-là, elle est fondamentale. Et je trouve que envoyer aux Français une fin de non-recevoir, alors que nos policiers, nos gendarmes, et n'oubliez pas, nos pompiers aussi, sont tabassés au quotidien, je trouve que c'est complètement anormal et c'est le symbole de la déconnexion avec la réalité que les Français vivent au quotidien. Il y a une réforme constitutionnelle qui doit aussi apparaître pendant l'année, notamment la réduction du nombre de parlementaires. Vous êtes pour ? Oui. D'un tiers, hein ? Oui. Oui, j'ai toujours défendu la réduction du nombre de parlementaires et la réduction du nombre d'élus, mais je ne veux pas non plus qu'on tombe dans un discours démagogique, populiste, anti-élu. Je dis simplement qu'aujourd'hui, il nous faut, si on veut faire une réforme constitutionnelle, il faut la faire sur les vrais sujets. Et avant de faire la réforme constitutionnelle, ce que nous demandons, c'est qu'on applique la réforme de 2008.
qu'on l'applique sur, c'est-à-dire qu'on l'applique sur les capacités de contrôle du Parlement et d'évaluation qui sont aujourd'hui absentes, qu'on l'applique sur les propositions de loi, sur l'ordre du jour partagé, qu'on l'applique pour que le Parlement soit un vrai contre-pouvoir au pouvoir en place et que le Parlement soit un vrai lieu d'expression et non une chambre d'enregistrement. Les sénateurs des Républicains sont d'accord avec vous là-dessus ? Oui, je pense que sur la réduction du nombre de parlementaires. Je pense que les sénateurs des Républicains ont aussi une approche pragmatique des choses. C'est de dire, nous ne voulons pas d'une réforme qui soit à objet uniquement de communication et qui vise à jeter les élus en pâture. La réduction du nombre de mandats dans le temps, à 3 mandats. Nous y sommes opposés. Ça, vous y êtes opposés? Oui, pour une raison très simple, c'est que pour moi, ce qui fait la force d'un élu, c'est l'élection. Ouais. Au nom de quoi? Quand un maire, quand un président de département, eh bien, tout le monde a loué ses résultats. Au nom de quoi, au bout de 3 mandats, il devrait quitter cette fonction? C'est aux électrices, aux électeurs pour éviter une professionnalisation peut-être de la politique? Mais je ne crois pas. Je crois que, vous savez, je préfère la professionnalisation à l'amateurisme. La réalité aussi aujourd'hui, ce qu'on a constaté, c'est que certes, on a créé une dynamique nouvelle, certes, il y a une bouffée d'oxygène à l'Assemblée nationale, mais il y a aussi beaucoup, malheureusement, d'amateurisme qui a été mis en place, et donc, du fait, un manque de compétences et d'expertise sur un certain nombre de sujets. Alors, Laurent Wauquiez a gagné, donc, au mois de décembre, la présidence des Républicains, assez facilement. Et pour autant, on ne voit pas qu'il ait gagné beaucoup dans les sondages en popularité. Ça vous étonne? Non, ça ne m'étonne pas. La première étape, c'est d'abord de reconstruire notre famille politique. Aujourd'hui, Laurent Wauquiez, il a acquis une légitimité populaire et démocratique incontestable. Il a le gain de l'élection. Ensuite, il a constitué une équipe nouvelle. Son objectif, c'est de resserrer, de rajeunir et de renouveler. Désormais, avec le Conseil national, nous allons fixer une feuille de route qui verra les prochaines étapes de la reconstruction, de la refondation de notre famille politique. Et ensuite viendra effectivement le temps de rencontres et d'échanges avec les Français, et vous verrez que la remontée dans les sondages sera forte. Vous connaissez Valérie Pécresse? Oui, très bien. Elle fait partie des Républicains. Oui. Alors, sa conception de l'opposition, c'est une opposition qui ne va pas critiquer Emmanuel Macron quand il fait ce qu'on a toujours dit qu'on ferait, comme assouplir le droit du travail, mettre fin aux emplois aidés. Eh bien, je n'ai pas un mot à enlever de ce que dit Valérie Pécresse. Pourquoi vous n'arrivez pas à vous entendre alors? Mais parce que moi, je crois que cette opposition libre et responsable, on doit la faire vivre à l'intérieur de notre famille politique. Et je dis que des talents comme celui de Valérie, on a besoin de cette expression à l'intérieur de notre famille, avec son histoire. Vous lui tendez la main alors? Oui, vous lui dites venez? Bien entendu que je lui dis de lui tendre la main. Bien entendu que je lui dis viens. Et je lui dis même plus. Je lui dis il n'y a pas de place entre Emmanuel Macron et les Républicains. Et donc à nous, dans les Républicains, de faire vivre cette sensibilité humaniste, sociale, libérale et européenne. Vous ne la comprenez pas donc? Non, je viens de vous dire que je partageais ses propos, ses convictions. Je souhaite simplement que ses propos et ses convictions qu'elle tient, elle l'exerce au sein de notre famille politique. Xavier Bertrand, lui, a fait un autre choix, il est parti. Oui, je le regrette aussi, parce que Xavier Bertrand, c'est un homme de talent, parce qu'il dirige une grande région de France, parce qu'il porte la droite sociale à bout de bras. Et là aussi, je dis à Xavier comme à d'autres, aujourd'hui, on n'est plus dans une logique de primaire où chacun est dans son couloir. On est dans une logique où on doit essayer collectivement de porter un message pour les Français, avec des différences, bien entendu. Et je crois que Xavier Bertrand pourrait aussi être le porte-voix d'un certain nombre de ces Français. Alors vous êtes à fond derrière Laurent Wauquiez? Oui, je suis... Vous savez, quand je m'engage pleinement et totalement. Le rassemblement, est-ce qu'il va pouvoir le faire? Parce qu'il est accusé quand même de droitiser les Républicains. Oui, mais c'est une accusation à tort. Moi, encore une fois, je juge à l'épreuve des faits. Elle est mensongère? C'est une accusation à tort, je juge à l'épreuve des faits. L'épreuve des faits, c'est que dans sa ville du Puy, il a fait le rassemblement. Dans la région, il gouverne avec la droite, mais aussi avec le centre jusqu'au MoDem. Et pourquoi ce qu'il a fait dans une ville, ce qu'il a fait dans une région, il ne serait pas capable de le faire à la tête d'un pays? C'est ce qu'il faut qu'il fasse? Oui, bien entendu, et il a commencé à le faire. Sur l'Europe, ça ne va pas être un sujet de friction encore entre vous? Je crois qu'il y a une ligne politique à trouver. Elle n'est pas trouvée encore? Non, elle est à explorer, entre les Eurobéas et le fédéralisme exacerbé que va incarner Emmanuel Macron. Il y en a chez vous? Peut-être. Et entre la ligne de Marine Le Pen qui est complètement décrédibilisée sur la scène européenne avec sa question de la sortie de l'euro. Nous, on va défendre une Europe des projets, une Europe au concret, une Europe politique qui va s'intéresser à nouveau aux intérêts des Français et des Européens. Et donc je pense qu'on peut toutes et tous se retrouver. Pourquoi? Parce que le débat, ce n'est pas être pour ou contre l'Europe. L'Europe, c'est un fait. C'est de dire quelle Europe nous voulons. Et là, nous avons des réponses à apporter. Et ces réponses, vous allez les trouver? Oui, bien entendu, sur la question économique, sur l'énergie, on parlait tout à l'heure de la question de l'immigration. Mais le grand drame aujourd'hui,
en France qu'il y a, c'est à cause d'une Europe des flux qui n'est pas assez efficace. Vous mettez fin à Schengen, par exemple? Non, bien entendu que non. On redéfinit les accords de Schengen et surtout on renforce l'agence Frontex, qui est l'agence de sécurité sur nos frontières extérieures. Nous sommes avec Damien Abad et on continue avec vos questions. Merwan Mehadji nous rejoint dans le studio. Merwan, bonjour. 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 Alors, on a pas mal de réactions sur le chat du Figaro. On a notamment Romain qui est en train de nous dire « Ce que vous ne comprenez pas, c'est que Laurent Wauquiez ne véhicule pas cette droite sociale. Laurent Wauquiez est clivant, c'est indéniable. » Et il a deux questions. Que pensez-vous du fait que des personnalités aient quitté le parti depuis Laurent Wauquiez? D'abord, quand on fait de la politique, on prend position sur des sujets. Et ce n'est pas être clivant que de dire qu'il faut une politique de quotas sur l'immigration en France. C'est pas être clivant que de dire qu'on dénonce le retour au cas par cas pour le djihadisme. Et c'est pas être clivant que de dire qu'il faut que ceux qui travaillent gagnent plus que ceux qui vivent des revenus de l'assistance. Et la réalité, c'est que Laurent Wauquiez, et je peux en témoigner très concrètement, il laisse vivre la diversité des sensibilités politiques. Je viens moi d'une droite qui est une droite que l'on appelle humaniste, et même de l'UDF, du centre droit. Eh bien, cette sensibilité politique, je peux la faire vivre sans aucune difficulté dans notre famille politique. Et donc, je dis à notre internaute qu'il faut sortir des sentiers battus, il faut sortir des caricatures qui sont faites, et que Laurent Wauquiez est en capacité de rassembler beaucoup plus largement que ce qu'on peut laisser croire. Et Laurent Wauquiez, il caricature pas quand il dit que Emmanuel Macron a la haine de la province? Je l'ai dit, il pose un problème, qui est la question d'un pouvoir... Non, mais dans les mots. Oui, mais Vous approuvez ces mots-là? Le mot haine n'est pas dans mon vocabulaire, je l'ai déjà dit, mais je dis, là où il a raison, c'est qu'il y a une coupure entre le président de la République et les territoires. Vous savez qu'il est né à Amiens, quand même. Vous savez que si on a lancé la mission avec il allait à l'école où, Laurent Wauquiez? Vous savez que si on a lancé la mission... Dans le 16e arrondissement, je crois. Oui, si on a lancé la mission sur la France des territoires avec Guillaume Pelletier, c'est pas pour rien. C'est parce que justement, on pense que c'est là où le bas blesse au niveau du président de la République. Quant à Laurent Wauquiez, il a fait la preuve de son enracinement chez lui, au Puy-en-Velay et dans sa grande région Auvergne-Rhône-Alpes. Romain vous répond, la stigmatisation de l'islam et de l'immigration n'est pas de l'humanisme. Et sa deuxième question, c'était celle-ci. Mais en quoi il y a eu une stigmatisation? Il n'y a aucune stigmatisation sur ce sujet-là. Il s'agit de poser les vrais problèmes. Et moi, je respecte beaucoup le pluralisme religieux et je crois que la laïcité, justement, ce n'est pas la négation du fait religieux, c'est la reconnaissance du pluralisme religieux. Vous attendez avec impatience le discours du président de la République sur la laïcité? Oui, comme beaucoup de Français. Oui. Deuxième question de Romain. En quoi la réduction du nombre de parlementaires aide à la démocratie? Ce qui aide à la démocratie, c'est que le Parlement soit un vrai Parlement dans ce pays. Ce qui aide à la démocratie, c'est que le parlementaire ne soit pas déconnecté de la réalité et qu'il soit bien élu sur un territoire. Et ce qui aide à la démocratie, c'est que le parlementaire y rende des comptes aussi. Moi, ce que je souhaite, c'est que si demain on passe à 400 députés, on ait des députés qui ont une vraie capacité de contrôle de l'action du gouvernement. Donc plus de moyens? Oui, des capacités d'évaluation, pas pour soi, mais des moyens d'investigation, d'enquête et de contrôle. Comme aux États-Unis. Oui, et dans le même temps qu'on puisse aussi travailler au pouvoir législatif et qu'on reste bien ancré sur un territoire. Un tout autre sujet, Claude nous demande, trouvez-vous normal que l'on parle d'installer des téléphones dans les prisons plutôt que d'en construire de nouvelles? Non, et je le dis, je me mets à la place de celles et ceux qui nous écoutent et qui nous lisent et qui se disent, moi j'ai pas droit à la 4G, je n'ai pas la fibre optique chez moi et dans le même temps, on va équiper les prisons de téléphones fixes. La réalité, c'est qu'aujourd'hui, on manque de places de prison. Et je préférais qu'Emmanuel Macron tienne son engagement de construire plus de 10 000 places de prison et de mettre en place... Il a pris l'engagement. Hein. Oui, mais là encore, les mots, mais ce que nous attendons, c'est les actes. Et la réalité, c'est ces 10 000 places qu'il faut construire et des cellules individuelles à mettre en place. Léa, quelles sont les résolutions de 2018 pour les Républicains? Écoutez, les bonnes résolutions, déjà, c'est de chasser en meute, c'est de jouer le collectif et de comprendre que la droite n'aura d'avenir qu'ensemble, rassemblés, et avoir un petit peu d'audace et de courage de nos idées. C'est un travail d'Hercule, ça, ou pas? Oui, c'est un travail d'Hercule, mais vous savez, nous avons une volonté de faire, on en a tellement connu dans notre parti, notre famille politique, que je crois qu'aujourd'hui, on est à nouveau sur les bons rails. Dernière question. Shamso Hari, en janvier 2018, quelle est votre position sur l'Union européenne? Ma position sur l'Union européenne, elle est très claire. Je suis pour une Europe politique, je suis pour une Europe qui ne soit pas une Europe élargie, mais qui soit une Europe des cercles concentriques, qui n'est pas une Europe à la carte. Une Europe des cercles, alors? Oui. Pourquoi? Mais c'est déjà le cas. Qu'on travaille ensemble sur l'euro, que par exemple les pays qui veulent aller sur une politique énergétique commune puissent le faire sans être embêtés, qu'on travaille avec l'Allemagne sur une harmonisation fiscale et sociale qui est indispensable pour lutter contre le travail détaché, contre le dumping social et plein d'autres sujets. Et pour enfin, je sais que le président de la République est en Chine,
pour qu'on corrige ce déficit commercial de 30 milliards d'euros qu'il y a entre la France et la Chine en faveur de la Chine. C'est un enjeu fondamental. En faveur de la Chine et un peu de l'Allemagne aussi, puisque c'est l'Allemagne qui en profite. Et un peu de l'Allemagne également. Voilà. C'était le talk de Damien Abad. On vous remercie de vous être prêté à toutes ces questions. Merci Merwan Meadji. Et puis demain, de nouvelles aventures.